Esprit Sport, le bonus avec l'athlète Bastien Ozeille, décathlonien. Décathlète ou décathlonien, les deux se disent. Très bien, donc 3 fois champion de France, ça c'est sûr. Exactement. Voilà, et toujours avec Éric Clerc et Mathias Arès, nos 2 journalistes. Je voulais savoir un petit peu plus comment se sont passés tes débuts. Tu as manifestement appris à marcher sur un stade, donc directement en courant d'ailleurs, non ? Pas en courant directement, plutôt en lançant. J'accompagnais ma mère en compétition, bon, mon père l'accompagnait aussi. Et c'est vrai que je me retrouvais très régulièrement à lancer ces javelots voilà, sur le terrain, annexe, dans l'herbe. Voilà, je m'amusais dès 3 ans à lancer des javelots. Et c'est comme ça que j'ai fait mes premiers pas sur un stade d'athlétisme. Et puis bah, j'y ai pris goût, donc derrière, ça s'est enchaîné. Et j'ai poursuivi avec une licence. Alors c'est une chance, hein, parce que généralement chez les enfants, on ne veut pas qu'ils lancent, à la maison en tout cas. Moi c'était le contraire, moi on m'encourageait à lancer tout ce qui passait, donc voilà, je suis devenu lanceur très rapidement. Mais toujours très poliment. Très poliment, ouais, voilà. Toujours. On ne lance pas de colère. Alors tu es rentré par cette porte d'entrée, mais à quel moment psychologiquement on se dit je suis assez complet pour tenter le décathlon ou l'heptathlon? C'est quand même des sports où il y a cette nécessité-là. Alors on ne se le dit pas. En athlétisme, on a l'avantage, quand on commence jeune, de faire de toutes les épreuves. Et du coup, j'ai eu une formation sur les haies, sur la paire, sur tous les lancers, tous les sauts. Et voilà, en cadet, je me suis essayé à un décathlon de niveau départemental comme ça. J'avais aucune ambition particulière. Et finalement, ça m'a bien plu. Bon, j'ai souffert, hein. J'avais fait 1 minute au 400, 5 minutes 30 au 1500. Enfin, c'était vraiment des temps anecdotiques. Mais ça m'avait bien plu. Et c'est à partir de là que je me suis dit, pourquoi pas faire du décathlon voilà, je l'ai eu dans un coin de ma tête. Et puis, je m'en suis resservi plus tard quand je me suis décidé. C'est pas la difficulté. Pardon. Non, je t'en prie. Avoir poursuivi dans une discipline où tu étais déjà à l'aise très tôt. Tu ne te dis pas, tiens, si je m'étais concentré sur cette discipline, j'aurais pu obtenir des résultats. À la base, c'était ma volonté, c'était de me concentrer vraiment sur une discipline. Je trouvais que le décathlon, ça restait quelque chose de, entre guillemets, on est moyen partout. C'était le sentiment que j'avais. La discipline de ceux qui n'arrivent pas à choisir, presque. C'est un peu ça, c'est un peu ce qui se dit. Pour les gens qui ne connaissent pas, évidemment. Voilà, c'est pour ça que je le dis. Et effectivement, j'avais cette volonté-là de faire qu'une seule discipline. C'était plutôt du saut à la perche ou du lancer de javelot, mais pour moi, c'était ou l'un ou l'autre. Et puis, je me suis un peu blessé au niveau du coude, donc je ne pouvais plus lancer le javelot. Donc, j'ai fait un peu des haies, j'ai fait d'autres choses. Et puis, voilà, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que c'était aussi sympa de faire d'autres choses. C'était un peu moins barbant. Et puis, comment dire... ouais, voilà, il y avait vraiment moyen de se faire plaisir sur le décathlon sans se prendre la tête dans un premier temps. C'est vraiment ce qui m'a motivé, en fait, le plaisir avant tout. Et puis après, j'ai eu l'idée quand même de me dire, en fait, mon objectif, ça va être d'être spécialiste dans chaque épreuve. Plutôt que d'être moyen dans chaque épreuve, on peut aussi le prendre différemment et se dire, je vais essayer d'être bon dans chaque épreuve. Et voilà, c'est comme ça que je suis venu au décathlon, quoi. Alors, comme un golfeur doit être bon à tous les trous de son parcours, toi, comment tu fais pour te préparer à toutes les disciplines? C'est vrai qu'elles font travailler des choses très différentes. C'est sûr qu'elles font travailler des choses très différentes. Après, c'est tout l'équilibre qu'il faut trouver à l'entraînement entre l'explosivité nécessaire sur 9 épreuves, quand même, et l'endurance qui est nécessaire sur une seule. Voilà. Après, il y a toutes les techniques aussi à appréhender et à affiner. Donc voilà, c'est toute la difficulté du décathlon, mais c'est ce qui fait aussi toute sa beauté. Et c'est ce qui fait que c'est un sport aujourd'hui que j'apprécie tout particulièrement et j'encourage tous les jeunes à en faire parce que vraiment, c'est un sport complet dans lequel il y a vraiment une bonne entente et de belles valeurs. De sport complet, on imagine qu'on arrive à son apogée peut-être un petit peu plus tard que dans les autres disciplines. Toi, à 29 ans, comment tu te situes justement? J'espère qu'on y arrive plus tard. Non, à 29 ans, je pense on va dire que je suis dans la fleur de l'âge. Voilà, un bon décathlonien, il arrive à l'apogée de sa carrière entre 28 et 32 ans. Pour les meilleurs, ça peut aller jusqu'à 34. Voilà, donc je suis vraiment dans mes bonnes années, à moi d'en profiter pour aller chercher de belles choses dans les quelques saisons qui me restent. Rio, t'en as bien profité aussi? C'était une belle aventure? Rio, j'en ai bien profité, effectivement. C'était les premiers Jeux Olympiques, une super expérience. C'est là qu'on comprend pourquoi on s'est donné tant de mal, en fait. C'est en rentrant dans le stade olympique avec les anneaux. Enfin, voilà, c'est celui-là, là. C'est quelque chose de particulier. Ouais, voilà, c'est sûr que ça reste de super souvenirs. Maintenant, à moi de faire en sorte de pouvoir en créer d'autres. C'est aussi cet objectif que j'ai pour les Jeux de Tokyo. Et voilà, enchaîner sur une nouvelle Olympiade. Donc, objectif, les minima. Objectif les minima, mais parce qu'effectivement, il faut se qualifier pour pouvoir être bon. Donc, je vais déjà me qualifier.
Mais l'ambition, elle est d'être très bon là-bas et d'aller chercher une belle place, meilleure que ma 13e à Rio. En attendant, Oui. il y a les championnats du monde aussi à Doha au mois d'octobre prochain. Tu auras l'ambition aussi de rentrer dans le top 10. Voilà, l'ambition pour Doha, pour moi, ce serait de rentrer dans le top 8. Voilà, ce serait d'être finaliste mondial. Je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable, à condition que je mette tous les ingrédients. Je fais en sorte de les mettre chaque jour. Après, on verra le résultat au bout, mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose qui est faisable et c'est mon ambition pour cette saison. Avec Brice Maubleu qui dit stop, mais si on prolonge ici avec les arrêts de jeu, esprit foot, c'est le bonus. Toujours avec Ryan Sanusi, milieu de terrain, très en forme en ce moment. Merci encore d'être là. Merci. Mathias Arez, on va s'intéresser au début de notre milieu. Et c'est du côté du nord-nord-est qu'il faut aller. Plat pays, tu as commencé en Belgique, forcément, ton pays natal. Comment est-ce que tu t'es vite reporté sur les Pays-Bas, sur un autre pays finalement? Comment? Comment tu es arrivé à changer de pays très jeune, à aller aux Pays-Bas pour jouer au comment ça se football? passait? Ouais. J'avais 18 ans, j'étais au Beerschot où je suis formé et il était une possibilité d'aller aux Pays-Bas où à ce moment-là le niveau était un peu plus haut qu'à Belgique et où il y a aussi une possibilité de si je le fais bien, je pouvais signer un contrat pro. Donc quand j'étais 18 ans, je suis allé au Willem II aux Pays-Bas. Et j'ai joué un an au centre de formation et après je suis monté aux première équipe. Et dans quelques mois, je suis signé pro là-bas. Et comme ça, je suis resté aux Pays-Bas et fait le début de ma carrière là-bas. Et j'étais très content là-bas et ma copine vient aussi de là. Donc oui, c'est... Allez, la vidéo, c'est... Ça, c'est Rotterdam, ça. Ah C'est oui. quand tu étais au Sparta. Ah ouais. Quel regard tu portes sur le style hollandais, sur le jeu là-bas, à l'Eurodivisie? Oui, c'est plutôt football, plutôt technique. La mentalité de football, c'est vraiment toujours jouer, toujours trouver des solutions au sol. Ouais. Et pas forcément très physique, mais je pense... c'est sûr, c'est bien ça. Ça, c'était contre l'Ajax. Ouais. Mais c'est un bon championnat et beaucoup de bons joueurs et des grandes équipes comme Ajax, PSV, Feyenoord. Ce sont des bons matchs à jouer. C'est des bons souvenirs? Oui, bien sûr. J'ai beaucoup de bons souvenirs de cette époque-là. On a joué à championnat de D2 en 2016. Donc, malheureusement, on est descendu l'année dernière en D1. Mais sauf que ça, c'est que des bons moments. Ouais. C'est un style, justement, tu le disais, les Pays-Bas, il est connu ce championnat pour former de très très bons joueurs. Oui. Là, on te voit contre l'Ajax. D'ailleurs, tu as marqué 2 fois des coups francs contre eux. ouais. Tu es un peu leur bête noire, là. C'est bizarre, ça. Oui, il met beaucoup de... comment on dit beaucoup d'importance sur... dès qu'ils sont petits, les jeunes, d'être techniquement très propres. Et tu vois ça dans les joueurs Pays-Bas qui sont techniquement très bien et qu'ils essayent toujours à jouer au sol et pas souvent long ballon. Ils détestent ça aux Pays-Bas. Mais je pense le football moderne, tu as besoin d'un peu plus, comment on dit, football maturité, c'est le mot français? Ouais, maturité. Ouais. Et souvent aux Pays-Bas, c'est trop... c'est quoi le contraire de maturité? Un peu, un peu, je sais pas, manque d'expérience, un peu. Oui, c'est ça. Et quand tu joues ici, c'est football des adultes, on dirait. Ouais. Est-ce que ça t'a apporté justement des points positifs pour aujourd'hui évoluer en France? On sait que tu aimes ça, tu t'es habile techniquement. Et c'est ça qu'on vient chercher chez toi, justement. Oui, bien sûr. Mais j'aime aussi bien des duels. C'est aussi une qualité de moi. Donc, c'est bien que je suis dans un championnat où ça c'est important. Tu as passé de très bonnes années au Sparta Rotterdam. On est allé chercher quelqu'un qui voulait te passer un message justement sur cette époque. En français? Non. On va voir. Allez, on va réviser un peu. Bonjour, Ryan. Bonsoir. Ik doe verder in het Nederlands, want anders wordt het een rommeltje. Aan mij is gevraagd om eventjes wat tegen jou en over jou te zeggen. Zoals je begrepen hebt in onze gesprekken hebben we intensief en enorm prettig samengewerkt. Wat ik enorm in je gewaardeerd heb altijd,
is je openheid, je drang om te leren. En daarmee gewoon altijd vorm te kunnen geven aan je ambitie. Je hebt je in een bepaald opzicht zelfs vernederlandst. En mijn advies luidt, laat dat proces nog wat verder doorgaan. Want de assertiviteit zal je nog verder brengen dan je nu al gebracht heeft. Ik wens je een fijne avond, uiteraard een prettige carrière, maar vooral met je meisje en je kindje een fantastisch leven. Au revoir. Alors nous, Ça me c'est fait du simple. bien, ça. C'est Ouais, on a ouais. compris le début et la fin, hein, donc Ouais. c'est très très bien. Merci beaucoup à nos traducteurs, notre traductrice Fabricia d'ailleurs, qu'on ira voir d'ailleurs pour la prochaine fois, parce que c'est vrai que c'est pas évident à comprendre. Non. Ouais, ça fait plaisir, ce petit message. Oui, beaucoup plaisir. Ça fait longtemps que j'ai parlé avec lui. Ouais, parce que bon, c'est plus qu'un an, je pense. Ouais. Mais c'était quand je suis venu au Sparta, j'étais 23 ans. Et c'est le même moment que lui est venu. Et donc le premier an, on était en D2 et immédiatement on était champion. Donc j'étais très très proche avec cet entraîneur et cette année j'ai fait beaucoup d'évolution dans mon jeu. Donc ouais, il a beaucoup influencé ma carrière et je suis comment on dit thankful, comment on dit, Reconnaissant. reconnaissance de lui pour les choses qu'il m'a appris. Bah, peut-être un petit message pour lui, très court en Ah oui. néerlandais, tant qu'à tu faire. lui dis ce Allez, que comme tu ça. En néerlandais? Ouais, il va allez, regarder l'émission. la caméra, elle est Oké. là. Hey trainer, heel leuk om jouw berichtje te zien. Dankjewel voor de woorden. En zoals ik hier ook in het Frans heb gezegd, ben ik jou ook heel dankbaar voor de dingen die je mij hebt geleerd en de progressie die ik heb gemaakt onder jou. En ja, ik wens je al het beste toe in het vervolg van jouw carrière en we zien elkaar snel. C'est très très bien, merci beaucoup. Bonne année, c'est ça? Oui, non, j'ai dit que ça fait me plaisir de le voir Oui. et de vous remercier pour ce qu'il m'a appris. Et je lui souhaite que le bonheur pour la suite de la carrière. Extension du jeu, ici sur Esprit Montagne, toujours en compagnie de Nicolas Rubin, qui est le maire de Châtel, la station des Portes du Soleil. Également avec nous, Denis Rey, ancien champion de ski, mais aussi de descente. Et d'ailleurs, un athlète mythique, Laurent. Mais oui, et oui, Il nous a fait rêver quand on était un peu plus jeune. c'est ça. Un Top Gun, un des 4 Top Gun. Il n'y a de pas Mireille. si longtemps. Alors, on disait c'était Picard, Alphand, Crétier, Et Denis Denis Rey. Rey. Mais qu'est-ce que c'était ce Top Gun? Qu'est-ce qu'ils avaient de si spécial? Ah, c'était un groupe un peu commando de skieurs de talent qui avait été sélectionné et qui était coaché par le regretté Serge Guillaume et qui était descendeur mais qui était aussi plutôt aussi Ouais, polyvalent. je crois Enfin, c'est Denis qui peut plus en Bah, parler. je crois qu'à l'époque, c'est un peu sur une requête de Franck Picard, qui lui avait une idée assez précise de la carrière qu'il avait envie d'avoir, bien plus que nous. Et à l'époque, la problématique, on était vraiment sur des cultures slalomeurs d'un côté, descendeurs de l'autre. Franck était un skieur polyvalent, donc on passait un coup, quand on faisait du slalom, on était avec les slalomeurs, quand on faisait de la descente, on était avec les descendeurs. Il n'y avait pas vraiment de lien. Enfin voilà, donc Franck avait et c'est au moment aussi où Jean-Pierre Puteaux est arrivé d'ETN, où donc il y avait un peu de dynamisme et de nouvelles façons de voir les choses et de manager le bazar. Donc on a imaginé dédier un entraîneur à quelques skieurs polyvalents. Donc Franck était le fer de lance. Je pense qu'il n'avait pas forcément envie de mener cette aventure tout seul avec un seul entraîneur. Donc dans une logique de créer un petit groupe, on avait récupéré en l'occurrence 4 skieurs qui pouvaient avoir le profil Les mousquetaires. de skier et en slalom et en descente. Et c'est vrai que il y a eu une espèce d'émulation et enfin voilà, ça a matché, comme on dirait aujourd'hui, et c'est un peu ce qui a remis, je dirais, même si j'ai pas la prétention de me mettre vraiment dans le lot, je veux dire, c'est un peu ce qui a remis le ski français sur les rails des premières victoires, parce que c'est suite à cette à l'élaboration de ce petit groupe que Franck a gagné 2 médailles à Calgary, dont celle d'or en Super G. Celui qui a gagné le Gros Globe. Voilà, et puis après, on est passé d'une période où on était un peu inexistant sur la Coupe du Monde à Là, on vous voit avoir au des JO, résultats. là.
Ça, c'était au JO d'Albertville avec cette fameuse combinaison verte. 27e, c'est ça, en descente Oui. je crois. JO d'Albertville, c'est une courte, longue histoire. Je pense que j'aurais pu gagner la descente si Franck n'avait pas fait médaille d'argent, on va dire. Voilà. Celle de Bellewaerde. Parce qu'en fait, Franck partait 23, moi je partais 25. La descente dure 1 minute 50. Et en fait, quand je passe les bâtons au portillon pour partir, c'est au moment où Franck passe la ligne d'arrivée avec la médaille d'argent. Donc il y a une espèce de clameur qui m'a un peu Déstabilisé. déstabilisé et je suis parti un peu à l'envers. Ouais. Ouais. Dans l'émotion, ça n'a pas été gênant. C'était ça m'a. Enfin voilà, c'est un peu tout le problème puisqu'on en parlait. Le mental. Voilà, c'est tout le problème d'être capable à un moment donné de rester concentré sur ce qu'on est en train de faire, en imaginant tous les petits aléas qui peuvent arriver. Enfin voilà, à l'époque, j'étais au début de mon apprentissage de la préparation mentale et j'avais absolument pas imaginé, enfin j'avais pas calculé ça. Vous connaissez tous les deux, comment? Sans indiscrétion. Ouais, vite fait, je dirais rien de compromettant. Donc, Comment non, vous êtes moi j'ai fait ma carrière de compétiteur. Pour revenir vite fait sur le mental, j'ai découvert la préparation mentale à la fin de ma carrière de compétiteur. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est un peu mon dada, parce que je suis vraiment passé d'une carrière assez longue avec des coups d'éclat sans savoir d'où ils venaient et puis des contre-performances sans savoir d'où elles venaient, jusqu'à après 92 où j'ai été écarté de la fédération et on m'a proposé de revenir au mois de décembre faire des sélections. Donc je me suis retrouvé à devoir répondre à une première question qui est fondamentale. Est-ce que j'ai envie de continuer à skier ? Donc après, si j'ai envie, qu'est-ce que je suis prêt à mettre en œuvre, etc. Donc je me suis retrouvé avec un préparateur mental parce qu'à l'époque, le constat était que techniquement et physiquement, j'avais pas grand-chose à gagner. En tout cas, c'était pas là que ça pêchait le plus. Et du coup, j'ai découvert cette dimension et je suis rentré dans une saison, une demi-saison parce que ça a duré quelques mois jusqu'à ce que je me blesse. Où effectivement, j'ai compris comment ça marchait. J'ai fait mes meilleures performances à cette époque. Je me suis blessé, j'ai fait 6e. La dernière course que j'ai courue, c'était au championnat du monde en 93 où se fait 6e. Morioka. Et je me blesse au Canada en partant 1 parce que c'était ma première course en première série, en premier groupe. Donc je partais 1 et je me suis blessé sur la première bosse artificielle de l'histoire de la Coupe du Monde qui n'aurait jamais dû être là parce que c'était infranchissable. Après ta carrière d'athlète, tu as bifurqué sur le freeride. Et après ma carrière d'athlète, j'ai bifurqué sur le freeride. Et tu as gagné le derby de la Meige en 97, ouais, tu es toujours détenteur du record, quand même. Et, voilà. Puis le freeride, en fait, je suis arrivé avec quelques partenaires et puis avec des idées, parce que j'ai des idées sur tout. Et là, je me suis retrouvé avec les moyens de mettre en place mes idées. Et le freeride, à l'époque, tournait autour de compètes. Moi, je venais de faire ça pendant très longtemps et je ne voyais pas bien l'intérêt de remettre un casque, un dossard, des horaires, des trucs. Enfin, je ne voyais pas bien ce qui était free dans tout ça. Donc j'ai fait un événement qui était le plus bel événement de freeride qui ait jamais été fait. Et c'est Nicolas Rubin qui nous raconte la suite. Et je me suis retrouvé à Châtel. Donc il arrive à Châtel et on a eu à partager des bons moments d'organisation. Il était évidemment le chef d'orchestre de ces organisations, donc du repérage Comment des... ça s'appelait cette compétition Rendez-vous freeride. Rendez-vous freeride avec une marque Columbia qu'on peut citer parce qu'il était partenaire à l'époque. Mais... C'était en 2005 Non, par là, non j'ai commencé en 80. avant. J'ai fait ça, j'ai rodé l'histoire 2-3 ans au Setlo. Et puis après, les Setlo étant un peu pas très motivés pour passer à l'étape supérieure, on s'est exilé, on est tombé avec grand plaisir à Châtel. Donc Châtel, qui est une station familiale, est aussi une station où on peut faire du freeride. Oui, bien, pour ça, il nous faut des organisateurs et comme l'est Denis. Hein, c'est vrai qu'il a la descente dans les gènes, c'est-à-dire arriver avant de partir. Enfin, je veux dire, quand on a fait le sport qu'il a pratiqué, je pense que ça mérite un énorme respect. On parlait de Kitzbühel tout à l'heure. Oui. Quand on est dans le portillon de départ, on est ailleurs. Hein, c'est un autre monde. Hein. Absolument. Voilà, donc on s'est rencontrés à ce moment-là. C'est vrai que c'était une belle organisation. Le freeride était dans sa jeunesse, commençait à démarrer. C'est vrai que ça avait réuni pas mal de bons athlètes dans la pente.
Ce qui est un signe aussi d'ouverture de votre part, parce que c'est vrai que vous jouez vraiment sur toutes les cartes, sur tous les skis et pour tout le monde. Vraiment, Châtel, comme on le dit, c'est le village, c'est la compétition, c'est les événements de haut niveau, c'est le freeride, comme on vient de le dire aussi. C'est la montagne, c'est la fête aussi, c'est célébrer aussi ce pastoralisme. C'est un peu le côté suisse, je pense. Parce que c'est vrai qu'on retrouve ça, enfin moi qui voyage un peu, je veux dire, c'est vrai que j'adore la Suisse parce que c'est un pays où, je veux dire, autant ils sont carrés et à côté de ça, ils sont capables de faire des trucs qu'on ne s'attendrait pas. Et Châtel, c'est un peu... C'est la plus suisse des... Ouais, la plus suisse, et c'est aussi la richesse du domaine. Moi, je sais que quand je skie à Châtel, je veux dire, la capacité, enfin, cette possibilité de passer en Suisse est une vraie richesse par rapport au domaine skiable. Je veux dire, au-delà du fait qu'il soit immense et bien équipé, il y a aussi cette richesse de dire on a la capacité de changer de pays. Et c'est incroyable. Ce qui en fait un bel ambassadeur de Châtel, par ses propos. Oui, c'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, on est à la fois fixé sur le ski, mais il faut aussi offrir une palette d'activités assez large sur à la fois les événements, les animations. On va rentrer très prochainement, puisqu'on vient de découvrir les chefs étoilés de notre région, des perdants et des gagnants, c'est un peu comme dans le ski. On va rentrer sur le festival de la gastronomie internationale qui s'appelle Neige étoilée chez nous, la 7e édition, avec des meilleurs ouvriers de France. Ce vrai partage entre les experts et les amateurs autour de la cuisine, c'est le chocolat qui a été fixé pour cette année. L'année dernière, c'était l'abondance. Donc, et puis après, on va enchaîner sur pas mal d'événements. Rock the Piste Festival, les concerts sur les pistes dans les Portes du Soleil un peu plus tard dans la saison, puis une multitude d'événements qui se déroulent. Des événements automoto, on voit aussi palette d'activités très large, la montée historique au mois de septembre. En fait, il n'y a pas un mois où on est tranquille, on va dire. Oui, c'est ça. Mais c'est ce qui fait l'attractivité, la Belle Dimanche, la fête des alpages, qui réunit chaque année 10 000 personnes à 1600 mètres d'altitude. Donc là aussi, c'est ce partage, je dirais, entre l'agriculture et le tourisme. C'est une de nos forces de la destination. Donc tous ces événements bien sont programmés. Et puis on essaye d'en avoir pour tous les goûts, du plus jeune âge au plus expérimenté. Alors, sans excès de vitesse, ici, on est dans nos studios à Grenoble. Il faut compter combien de temps pour partir en voiture de Grenoble 2h30 minimum. Oui, mais il faut aller passer le week-end. Ouais. C'est le meilleur moyen. Oui, c'est ça. En fait, faut pas y aller à la journée. Il faut passer le week-end. C'est le meilleur moyen de découvrir. Sur nos territoires, on a l'habitude de dire qu'il n'y a pas besoin de partir très loin pour passer des bons moments. Des petits déconnexions de 2 jours, comme le disait Laurent, un week-end. Ça permet aussi sans aller trop loin, sans prendre l'avion, en visitant aussi sur le parcours des beaux villages à la fois de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie pour arriver à terme, avec un petit crochet en Suisse, si le temps vous le permet, et puis toute la gastronomie qui tourne autour, parce qu'on a des régions où la gastronomie aussi une aide à la décision. On vient encore de le voir.